Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui, bien que, comme vous l'avez sans doute compris ou déduit, je ne suis absolument pas une historienne. Je ne suis pas non plus une spécialiste des jardins. Je suis littéraire, je suis professeure de littérature française donc à l'université Clermont-Auvergne. Et il se trouve qu'il y a eh bien maintenant déjà un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années, nous avions entrepris, avec tout un groupe de recherche, de réfléchir sur la présence des jardins, la présence des végétaux, des fleurs, dans la littérature, en particulier française, surtout du XIXe siècle, des XVIIIe et XIXe siècle. Moi, je ne suis pas XVIIIémiste. Et à partir de là, nous avons produit un dictionnaire qui est loin d'être exhaustif sur la question et qui est un dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins, donc au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, l'intitulé, La maison et le jardin, ou Comment habiter les jardins dans quelques romans, et j'en ai choisi seulement 3 du XIXe siècle. Ma perspective, c'est bien sûr de me focaliser sur la représentation littéraire des jardins, en me focalisant non pas sur les jardins publics, mais sur les jardins privés, très présents donc dans la littérature du XIXe siècle. Et parmi ces jardins privés, je m'intéresserai aux jardins qui sont attenants à la maison, à une maison. L'espace de la maison fait souvent corps avec celui du jardin, qu'il s'agisse de maisons de ville ou de maisons situées à la campagne. Et ce que je voudrais voir, c'est que la maison et le jardin, dans la représentation littéraire qui en est donnée, donc, forment un ensemble, un tout, insécable dans la topographie romanesque de ce siècle, le XIXe, qui accorde un intérêt tout particulier à ce qui apparaît comme un nouveau lieu de vie et un nouveau lieu de sociabilité. On parlait à l'instant justement du rapport entre jardin et société. Eh bien, on va retrouver d'une certaine façon cela ici. Si les jardins induisent de nouvelles pratiques, comme l'horticulture ou la peinture florale, alors on voit ça dans de nombreux romans du XIXe, je pense en particulier à un petit roman très peu connu de Balzac qui s'appelle Honorine, et puis à un autre roman dont je vais vous parler, qui est un roman de George Sand, lui aussi peu connu, mais extrêmement, tout à fait passionnant, qui s'appelle Antonia. Donc, si les jardins induisent de nouvelles pratiques, ils participent aussi, c'est une évidence, à un nouvel art de vivre. Et on retrouve, évidemment, dans ces romans, des reflets de ce nouvel art de vivre. Alors, pour aller très vite, on reçoit au jardin, on se promène au jardin, on y converse à l'ombre des arbres. Combien de scènes de ce genre dans cette littérature du XIXe, on peut y partager des repas, etc., etc. Bref, le jardin prolonge la maison, le jardin en étend l'espace, et il modifie ce qu'on appellerait aujourd'hui le mode d'habiter. C'est pourquoi la dimension descriptive des romans, alors en particulier bien entendu des romans à coloration réaliste ou naturaliste, mon troisième exemple sera un roman d'Émile Zola. Donc la dimension descriptive de ces romans, essentielle pour donner à voir ces deux espaces complémentaires que sont la maison et le jardin, va de pair, c'est absolument indissociable, avec la présentation des personnages et avec l'élaboration du scénario romanesque, du récit, de l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, maison et jardin s'articulent en mobilisant le regard et en suscitant le déplacement de ces personnages. En effet, au gré des circonstances, et c'est cela qui va m'intéresser aujourd'hui,
on sort dans le jardin, on s'y isole, ou au contraire, comme je le disais à l'instant, on s'y rassemble. Parfois encore, le jardin est simplement observé de l'intérieur de la maison. Donc, il s'agira de comprendre ce qui se joue dans ces dispositifs, dans leurs variations, à partir donc de 3 exemples que j'ai choisis chez Balzac pour le premier, chez George Sand pour le deuxième et chez Émile Zola pour le troisième. Alors, premier exemple donc, Balzac, un roman bien connu, Eugénie Grandet, roman de 1834. Dans Eugénie Grandet, qui est connu essentiellement pour être un roman de l'avarice, les abords, je cite, de la maison à Monsieur Grandet, pâle, froide, silencieuse, cette maison, ces abords se caractérisent immédiatement par une végétation très pauvre. Je cite des petits extraits. On y voit des pariétaires jaunes, des liserons, des convolvulus, du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. Dans ce cadre, le jardin est d'abord présenté, alors dès le début du roman, ou presque, il est présenté sous forme d'aperçu, dans la continuité de cette demeure. Alors, c'est la première citation que j'ai choisie, que je lis. Donc, un aperçu. Par la petite grille, les curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Ces murs étaient ceux du rempart sur lequel s'élevaient les jardins de quelques maisons voisines. Alors cette perspective, donc, ça s'arrête à peu près là, cette perspective ne permet pas vraiment, vous le voyez au début, d'embrasser cet espace, mais on voit bien que cet espace est caractérisé, je dirais, par sa pauvreté mélancolique. Et en particulier, je voudrais attirer votre attention sur le motif du suintement. Ce suintement connote une nature exténuée, une nature malsaine, sans doute contrainte par la mesquinerie du père Grandet, le maître des lieux, celui qui, comme on sait, compte tout, vérifie tout, contrôle tout dans son foyer. Il compte le moindre morceau de sucre, il compte la moindre bûche, etc. Alors, on abandonne ce jardin à ce stade-là, alors qu'au contraire, la maison, elle, est décrite dans sa quasi-totalité. Mais on le retrouve ensuite, ce même jardin, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, à travers le regard subjectif donc de l'un des personnages, de l'héroïne qui donne son nom à ce roman, Eugénie, donc la fille du père Grandet, Eugénie Grandet, à un moment clé de son existence. Alors évidemment, ça n'est pas un hasard si le jardin réapparaît à ce moment-là, et cette fois par l'intermédiaire, non pas simplement décrit par le narrateur, mais par l'intermédiaire du regard et de la subjectivité d'Eugénie. C'est le moment où Eugénie Grandet, après l'arrivée dans la maison de son cousin, Charles, pour dire les choses simplement, est en train de tomber amoureuse, est en train de se laisser envahir par ce qui est qualifié dans le roman comme de vagues désirs. Alors ça va très vite, Charles est arrivé la veille, et là, je me permets de vous proposer un extrait qui est beaucoup plus long, comme vous le voyez, et où j'ai mis en évidence un certain nombre d'étapes, disons, sur lesquelles je reviendrai rapidement. Le désir d'avoir tout le temps nécessaire pour se bien habiller l'avait fait lever tôt.
Eugénie, donc, devient coquette. Eugénie se croisa bonnement les bras, s'assit à sa fenêtre. Alors voilà, la fenêtre qui médiatise le rapport au jardin. Le jardin vu depuis l'intérieur de la maison. Donc, elle s'assit à sa fenêtre, contempla la cour, le jardin étroit et les hautes terrasses qui le dominaient. Vue mélancolique, alors vous notez que mélancolique, c'est un adjectif que j'ai déjà prononcé, mais c'est de mon propre cru que je le prononçais, déduisant cette mélancolie de ce qui était rapidement décrit au tout début, rapidement aperçu, mais le mot ne figurait pas dans le texte. C'est maintenant seulement qu'il s'y inscrit. Donc, vue mélancolique, bornée, mais qui n'était pas dépourvue des mystérieuses beautés particulières aux endroits solitaires et à la nature inculte. Auprès de la cuisine se trouvait un puits entouré d'une margelle. Je vais un petit peu plus loin, je ne vais pas tout lire. Donc, une margelle qu'embrassait une vigne. De là, le tortueux sarment gagnait le mur, s'y attachait, courait le long de la maison et finissait sur un bûcher. Je vais un petit peu plus loin, là encore. Les murs épais présentaient leurs chemises vertes ondées de longues traces brunes. Enfin, les 8 marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin étaient disjointes et ensevelies sous de hautes plantes, comme le tombeau d'un chevalier enterré par sa veuve au temps des croisades. Au-dessus d'une assise de pierre toute rongée s'élevait une grille de bois pourri. Je passe encore. De chaque côté de la porte à claire-voie s'avançaient les rameaux tortus de 2 pommiers rabougris. Et plus loin, un jour pur et le beau soleil des automnes naturels aux rives de la Loire commençait à dissiper le glacis imprimé par la nuit aux pittoresques objets, aux murs, aux plantes qui meublaient ce jardin et la cour. Eugénie trouva des charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces choses auparavant si ordinaires pour elle. Et je passe un petit peu plus loin, à la suite et à la fin de ce passage, où là encore, j'ai mis en relief ce qui me paraissait essentiel. Ces réflexions s'accordaient avec les détails de ce singulier paysage, et les harmonies de son cœur firent alliance avec les harmonies de la nature. Quand le soleil atteignit un pan de mur, d'où tombaient les cheveux de Vénus aux feuilles épaisses à couleurs changeantes comme la gorge des pigeons, de célestes rayons d'espérance illuminèrent l'avenir pour Eugénie, qui, désormais, se plut à regarder ce pan de mur, ses fleurs pâles, ses clochettes bleues et ses herbes fanées, auxquelles se mêla un souvenir gracieux, comme ceux de l'enfance. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire rapidement donc sur ce passage ? Donc, c'est ce que l'on appelle souvent une vision avec. Vision avec, on est avec le personnage, on voit les choses à travers son regard, je l'ai dit. Alors, cette vision avec sert de médiation pour légitimer, bien sûr, la description détaillée du jardin. Quand on a une description dans un roman réaliste, il y a toujours, si on fait attention, on remarque qu'il y a toujours un personnage qui est là pour annoncer, légitimer cette description. Il est là, donc il voit les choses, donc nous aussi, lecteurs, nous sommes en droit de voir les choses. Donc légitimation. Et on voit que le jardin compose un espace qui fait corps avec la maison. Depuis la fenêtre, donc, la cour, puis le jardin. Ce jardin est un objet à la fois proche et lointain, séparé et ouvert par sa volée de marche et par cette fameuse porte à claire-voie qui est mentionnée dans le texte. Et donc,
Ces éléments font que le jardin se présente désormais comme un prolongement naturel, comme un espace qui redouble le logis, qui redouble, entre parenthèses, la pauvreté mélancolique et quasi funèbre de ce logis dans le règne végétal. Mais l'intérêt de cette vision subjective, réside surtout dans le fait que le jardin constitue dans cet ensemble un lieu privilégié qui fonctionne comme le réceptacle des sentiments de la protagoniste. Partie intégrante de l'espace domestique, le jardin jouit donc en même temps d'une autonomie, d'une forme d'autonomie symbolique. Et c'est pour cette raison qu'il se métamorphose à ce moment-là, sous le regard d'Eugénie, et qu'il déploie des potentialités nouvelles, des charmes nouveaux, au moment précis, donc, je l'ai dit, où Eugénie découvre l'amour et l'espoir. Alors, je voudrais attirer votre attention, bien sûr, dans ce passage sur le jeu de la lumière. Le jeu de la lumière, c'est certain, contribue à cette métamorphose, mais en même temps, ce jeu de lumière dénonce la fragilité ou annonce la fragilité de cette métamorphose. Et je voudrais insister en particulier sur un détail, une formule. Il est question, dans ce passage, des couleurs changeantes de la lumière et donc des éléments du jardin, ces couleurs changeantes comme la gorge des pigeons. Alors, moi, je suis tout de suite intéressée, alertée par cette expression parce que il me semble bien que le narrateur balsacien annonce ici ce qui sera plus tard un motif de Flaubert, qu'on trouve très souvent dans les romans de Flaubert, à propos notamment des héroïnes de Flaubert, dans leurs portraits. Il est souvent question, soit pour les femmes elles-mêmes, soit pour les objets qui les accompagnent, d'une irisation gorge de pigeon. C'est la formule de Flaubert, gorge de pigeon. Et lorsque le critique Jean-Pierre Richard analyse en détail l'univers imaginaire, l'univers esthétique et l'univers sensuel de Flaubert, eh bien, il s'attarde sur cette couleur, sur cette irisation gorge de pigeon, et il la comprend, je le cite, comme un chatoiement qui dévoile le néant des choses et l'imposture de leur apparente plénitude. Et il me semble qu'on peut parfaitement, justement, appliquer cette analyse de Jean-Pierre Richard parlant de Flaubert, en anticipant les choses, à ce passage de Balzac. Et donc, on pressent, dans cette configuration spatiale qui reste celle de la fermeture, on l'a vu au départ, il y a des espèces de remparts qui ferment ce jardin, on pressent que le jardin complète en réalité le système quasi carcéral et monacal que donne à voir la maison du père Grandet. Et quand un peu plus tard, Eugénie s'enfuit dans ce même jardin pour cacher ses sentiments à son père, eh bien on comprend que sa marche précipitée, puisqu'elle se précipite dans le jardin, ne peut que lui donner l'illusion d'une régénérescence. En effet, le jardin a plutôt pour fonction d'être une sorte de cabinet secret, dans la suite de ce roman, un lieu austère, comme on l'avançait au départ, un lieu de révélation, et c'est là que Charles, dont le regard, très différent de celui d'Eugénie, se réajuste tout naturellement à celui du narrateur, apprend la mort de son père et de sa ruine. Le père Grandet il
il l'emmène avec lui dans le jardin pour lui apprendre cette double mauvaise nouvelle de la mort de son père et de sa ruine. Et tout cela se passe donc dans ce qui est qualifié à ce moment-là de petit jardin humide, toujours ce même jardin, avec son buis, ses feuilles pâles qui tombaient, les dégradations des murs, désormais donc associées à la faillite et au deuil. Alors, le drame sentimental qui prend naissance dans ce huis clos ne peut trouver d'issue favorable. Alors on le sait, je vais très vite, après un baiser volé dans un obscur couloir, Eugénie se promène dans ce jardin, maintenant est-il dit trop étroit pour elle, mais c'est dans ce périmètre qu'elle terminera sa vie, en solitaire, dans une maison, je cite, sans soleil, sans chaleur, sans cesse ombragée, mélancolique, voilà le même terme qui revient, et dont, à ce moment-là, n'est même plus mentionné le jardin. Donc, ce premier exemple pour montrer qu'il y a une évolution du jardin, une évolution de la perception de ce jardin, vue de l'intérieur, puis investi par les personnages, mais là, ce jardin fonctionne d'une manière illusoire et il est absolument réversible. Je passe à un deuxième exemple moins connu, donc le roman de George Sand qui a pour titre Antonia, prénom féminin, qui est un roman alors plus tardif de 1863. Alors, je ne suis pas une habituée ni une adepte des PowerPoint, mais j'ai illustré certains moments et ces différents romans par des gravures de Jean-Jacques Granville, célèbre caricaturiste, et qui a notamment illustré un ouvrage intitulé « Les fleurs animées », qui est absolument merveilleux, et où la plupart des fleurs sont personnifiées, donc par des figures féminines. Donc là, vous avez la personnification du lys. Alors vous allez voir pourquoi j'ai choisi ici cette image. Donc ce roman de Sand paraît chez Lévy en 1863. Et son titre est intéressant parce que ce titre a pour la particularité de désigner une fleur rare. Antonia n'est pas une femme, comme on pourrait l'imaginer, c'est une fleur. Donc, ce titre désigne une fleur rare sous l'apparence d'un prénom féminin. Alors, on comprend comment les choses fonctionnent, pas immédiatement, j'allais dire assez tardivement, enfin à la fin du chapitre 2, ce sont d'assez longs chapitres. À la fin du chapitre 2, on voit l'un des protagonistes masculins qui s'appelle Antoine Thierry, qui est un riche horticulteur. Et Antoine Thierry annonce à ce moment-là qu'il a décidé de baptiser une fleur rare, une fleur extraordinaire qu'il vient de parvenir à cultiver, une mystérieuse liliacée, comme il le dit, donc il a cultivé avec le plus grand amour. Donc il la baptise et il déclare « Celle-ci sera l'Antonia Thierry, et tous les amateurs de l'Europe en crèveront de rage, si bon leur semble. » Donc, Antonia, sur Antoine, Antoine Thierry, Antonia Thierry. Donc il y a une féminisation du nom de la plante, et cette féminisation, présente dès le titre, signale la forte interaction des personnages de ce roman et du végétal, et par là même, bien que cette fleur extraordinaire pousse non pas dans un jardin, mais dans cet espace intermédiaire entre la maison et le jardin qu'est la serre, une serre chaude, je cite, merveilleusement belle, eh bien, on voit qu'il y a un lien naturel qui se tisse et qui s'impose ici entre intérieur et extérieur, entre demeure et jardin. Donc cela, en fait, même si on ne le comprend pas avant d'avancer un petit peu à l'intérieur de l'histoire qui est ici racontée, on pourrait le voir dès le titre. Alors on est frappé dans les premières pages de ce roman qui se déroule à Paris. Donc là, il s'agit d'un jardin privé, mais d'un jardin
parisien donc. Et ce roman se déroule en fait à la fin du XVIIIe siècle. Il se déroule donc à Paris en 1785. Donc on est frappé par l'importance des lieux. On a l'impression que toute l'attention du narrateur se focalise sur les lieux. Et s'agissant de ces lieux, ce qui est tout à fait remarquable, c'est la complexité du dispositif spatial qui est mise en place. Donc, Antoine Thierry, cet homme, cet horticulteur dont je viens de vous parler, en fait, c'est un ancien armateur, il est richissime, il est devenu, donc, sur le tard, horticulteur. Il habite à Paris, donc, rue Blomet, un hôtel particulier qui est agrémenté d'un très vaste jardin. Et il y a un grand mur qui sépare ce jardin d'un autre jardin, qui est attenant à un autre hôtel particulier, qui est l'hôtel d'Estrelles, qui donne, lui, sur une autre rue parisienne, rue de Babylone, où loge une jeune femme, Julie, qui est la véritable héroïne de ce roman, en fait, qui est une jeune veuve, confrontée, je passe sur les détails, à de sombres questions d'héritage. Alors, ce vis-à-vis des deux jardins, des deux demeures et des deux personnages induit à la fois une division, avec ce grand mur, et il y a une porte dans ce mur, néanmoins, j'y reviendrai un petit peu plus loin, une communication potentielle, mais ce n'est pas tout. Cet espace est encore compliqué par la présence d'un troisième lieu d'habitation, un petit pavillon, donc plus modeste, déjà ancien est-il dit, et ce pavillon se trouve faire un coude, je cite le texte, entre les deux propriétés. Bon, on essaie de se représenter les choses. Alors en fait, ce pavillon, il est lié à l'hôtel d'Estrelles, donc il appartient à Julie, elle a dénommé Julie, Madame d'Estrelles, mais il est habité par un jeune peintre, un peintre de fleurs, comme par hasard, qui s'appelle Julien Thierry, qui est le neveu d'Antoine Thierry. Et voici donc comment ce dispositif spatial est résumé. Alors je ne lis pas tout, là non plus. Lecteur bénévole, veuille nous suivre dans la rue Blomet, en partant de l'hôtel d'Estrelles, rue de Babylone, en longeant pendant 5 minutes le mur du jardin, en passant devant le pavillon Louis XIII, ce petit pavillon, en suivant le long d'un chemin vert sur les marges un autre mur d'enclos, beaucoup plus grand que celui de Madame d'Estrelles, enfin en tournant à gauche et en gagnant par une autre rue en herbe l'angle de la rue Blomet, où se dresse une grande maison style Louis XIV, ancien hôtel de Melcy, acheté et habité par M. Antoine Thierry. Si M. Antoine Thierry eût consenti à nous laisser traverser son immense enclos, nous eussions pu partir de chez Julien et couper à angle droit à travers les pépinières jusqu'à la façade intérieure de l'hôtel. Mais l'oncle Antoine veut être maître chez lui et il ne souffre aucune servitude. J'arrête là la lecture de cet extrait. Donc, ce qui relie et sépare à la fois ces 3 maisons, c'est un ensemble de jardins, en fait, essentiellement ces 2 grands jardins, qui se trouvent, au cœur des passions respectives de tous ces protagonistes. Passion, l'horticulture, je l'ai dit, la peinture, et, alors en ce qui concerne Julie, la principale intéressée, qui est elle-même dépeinte comme une sorte de femme fleur, sa passion, ce sont les promenades dans le jardin, les promenades dans la nature. Alors, sans entrer dans les détails, le récit est extrêmement complexe, sans entrer dans les détails d'une histoire, de cette histoire qui est à la fois une histoire d'héritage, je l'ai dit, compliquée de rancœur, de rivalités anciennes, mais qui est aussi et surtout une histoire d'amour qui finira par réunir Julien et Julie.
Eh bien, sans entrer dans les détails de cette histoire, on comprend que les passages d'un lieu à un autre sont favorisés ou interdits par l'articulation de ces différents jardins, par le jeu des murs et des portes qui y sont aménagées et par le mode de vie des personnages entre intérieur et extérieur. Or, l'une des originalités du roman est de lier les destinées de ces acteurs à leur mouvement à l'intérieur de ce périmètre qui en fait sert à peu de choses près d'unique cadre à cette histoire. Alors je voudrais juste, j'ai choisi simplement quelques extraits particulièrement significatifs. Celui-ci, très court, vous le voyez, eh bien c'est l'ouverture du roman. C'est le premier paragraphe. Sur quoi s'ouvre ce premier paragraphe, ce roman donc? Eh bien, il s'ouvre significativement sur la splendeur d'un jardin artiste qui s'invite littéralement à l'intérieur de la maison. Alors, la maison dont il est question ici, c'est ce petit pavillon qui se trouve à l'angle. Je lis ce court passage. Le jardin était en fête, les gazons s'émaillaient de marguerites, les oiseaux chantaient, et les lilas poussaient si dru et si près de la fenêtre de Julien que leur tir se fleurit, entrait jusque chez lui et semait de leurs petites croix violettes le pavage à grands carreaux blancs de son atelier. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est l'intrusion des végétaux dans l'atelier, intrusion qui témoigne d'une osmose sensible entre le jeune homme et la nature, au contraire de son oncle, dont on apprendra plus loin que ses liens au jardin n'ont en fait rien d'affectif, comme le prouve son goût prononcé pour la clôture. Alors j'ai déjà parlé de ce grand mur, mais il est dit que chez Antoine Thierry, à l'exception d'une pièce, son cabinet, je cite, en tout temps, les fenêtres sont fermées et les volets pleins sont clos. Et si le Richard, comme il est appelé dans le roman, aime les fleurs et les arbres exotiques, c'est de la même façon qu'il estime la production des arbres fruitiers, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, sous l'angle du rapport. Il faut que les choses rapportent. Quant à sa fameuse passion du jardinage, eh bien, il est bien clairement expliqué qu'elle lui est venue par hasard et surtout par vanité. Je cite cet autre très court extrait, il avait toujours dédaigné les fleurs, il ne les comprendra peut-être jamais, mais sa vanité a trouvé cette aubaine. La clôture, donc, qui caractérise pour l'essentiel le mode de vie de ce riche propriétaire, contraste, vous l'aurez compris, avec la délicatesse de l'entreaperçu qui ouvre le passage que vous avez sous les yeux, qui ouvre les perspectives d'une communion entre demeure et jardin, art et nature, chez le jeune peintre. Et c'est encore sur ce même mode de l'entreaperçu, d'ailleurs, que Julien épie sa voisine, Julie, Madame d'Estrelles, qui, quant à elle, s'immerge littéralement dans son jardin, et il l'épie grâce à une fente imperceptible qu'il a découverte dans la toile verte qui était censée occulter les fenêtres de son atelier et qu'il a habilement dissimulée, cette petite fente. Au mur, Antoine Thierry s'oppose donc l'écran, Julien, un écran qu'on peut qualifier de rideau intercepteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un autre critique qui ne parle pas de ce texte mais d'un autre texte, peu importe, il parle du rôle de l'écran dans un certain nombre de textes littéraires. Donc c'est Jean Rousset. Eh bien, Jean Rousset parle de l'écran en disant qu'un écran ne sépare pas, n'est pas là seulement pour séparer, mais aussi pour désigner et pour relier entre elles les choses, entre eux, les espaces, les personnages. Bien. Julie, quant à elle, incarne un troisième mode de vie. Donc, clôture, Antoine Thierry, entreaperçu, Julien Thierry, et Julie, eh bien, c'est l'ouverture, c'est l'immersion qui la caractérise. Elle s'empare véritablement de cet espace jardinier. Je cite, elle erra
sous les lilas de son jardin, respirant le printemps avec une muette angoisse, tressaillant à la voix du rossignol. De lilas en lilas, elle approcha le pavillon. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que le topos, l'image très connue de la femme au jardin, est revisité dans ce texte grâce à la mise en perspective procurée par la coexistence, donc dans un espace relativement réduit, d'autres modes, de différents modes de relation au jardin. Et ce qui intéresse aussi dans cet extrait, c'est cette formule de lilas en lilas. Elle s'approche de lilas en lilas, on ne dit pas ça ordinairement. Cette formule induit à la fois une proximité avec la nature, je l'ai déjà dit, mais aussi avec le pavillon pénétré, on vient de le voir, on est en train de le voir, par ces mêmes lilas. Mais, qui plus est, cette proximité est à l'origine d'une vraie dynamique, une dynamique tout à la fois spatiale, sociale et amoureuse dans ce roman, et toujours par l'intermédiaire du jardin. Alors, vous l'avez compris, on peut exclure Antoine Thierry de ce ballet horticole. Entre le pavillon et l'hôtel d'Estrelles, il se trouve qu'il y a des règles de voisinage qui ont été établies, et ces règles, au départ, sont les suivantes. Madame Thierry, la mère de Julien, donc, n'avait que la vue des massifs qui lui masquaient l'hôtel et une partie de la pelouse principale. Elle n'avait même pas le droit de s'asseoir au soleil, le long de son mur, au pied de ces arbustes fleuris qui entraient jusque dans son appartement et qu'elle n'avait pas non plus le droit d'élaguer. À plus forte raison lui était-il interdit, par les conditions de son bail, de faire quelques pas sur le sable de l'allée qui longeait le mur de la rue. Bref, la porte était condamnée et la locataire n'avait fait adresser aucune demande importune à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que Julie décide justement de lever ces interdits et elle propose à Madame Thierry une clé qui lui permettra d'ouvrir la porte, la vilaine petite porte fermée et verrouillée qui sépare le pavillon de son jardin. Alors, cette invitation de bon voisinage s'accompagne dans le texte d'une maxime qui a valeur de philosophie et que je vous lis. « Voir à toute heure un beau jardin et n'y pouvoir poser le pied est une sorte de supplice. » Cette gradation explicite réactive donc dans ce roman les deux modes principaux d'appropriation du jardin depuis la maison, observation ou contemplation derrière une fenêtre et sortie dans le jardin, telle d'ailleurs que nous les avons déjà observées tout à l'heure chez Balzac, mais cette fois-ci, le passage de l'un à l'autre témoigne d'un vrai progrès, et non plus d'une illusion, d'un progrès tout à la fois social et personnel. Dernier point d'importance que je voudrais souligner dans ce roman tout à fait foisonnant par ailleurs, dernier point d'importance, en effet, il y a un certain nombre de scènes capitales dans ce roman qui sont toutes presque des scènes en extérieur et qui se passent presque toutes donc dans le jardin. Alors des scènes d'aveu, des scènes de révélation, des scènes de rêverie, d'introspection, de désespoir, de tentative de suicide même. Toutes ces scènes qui rythment donc le roman sont ce que j'appellerais des scènes au miroir. Je veux dire par là tout simplement qu'elles se situent toutes au même endroit, auprès d'un bassin, auprès du bassin qui orne le jardin de Madame d'Estrelles. Ce bassin, c'est à la fois le cœur et l'œil, si je peux dire, du jardin. Et si, comme on l'a vu, la première rencontre entre Julien et Julie s'est faite en intérieur, dans l'atelier du peintre, c'est néanmoins sous le sceau de l'ouverture végétale, comme en témoignait l'arrivée d'un moineau, le moineau apprivoisé du jeune homme, qui entre à l'intérieur et qui vient à ce moment-là se poser familièrement sur l'épaule de Julie, faisant le lien justement, annonçant tous les passages entre intérieur et extérieur. Alors ces scènes qui correspondent à des points d'immobilité, ces stases, si l'on peut dire, dans le jardin, qui sont les temps forts du récit, correspondent à la personnalité de l'héroïne.
Dans le chapitre 5, le narrateur précise que Julie vivait beaucoup plus dans son jardin que dans son salon, proposant avec la vie au jardin une alternative naturelle et authentique de la vie de société. Ces scènes sont donc volontiers nocturnes, intimes, et donc, vous l'imaginez bien, parées de clichés romantiques, et notamment on retrouve ces clichés romantiques bien connus, que sont la lune et le rossignol, mais loin, très loin, de la distance qui sera celle de son ami Flaubert, le grand ami de George Sand, Flaubert, loin de la distance qui sera celle de son ami Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, où il tourne en dérision justement les clichés romantiques, eh bien Sand, au contraire, déploie tout le potentiel sensible de ces motifs qu'elle place du côté de la pureté des sentiments. Alors les rencontres amoureuses, chastes, dans ce roman mais intenses, ont ainsi lieu dans les bosquets du jardin qui évoquent, est-il dit, les compositions de Watteau, un peintre sans mièvrerie, je cite Sand, apte à faire ressortir la puissance des sentiments et du désir. Alors j'en viens à mon troisième et dernier exemple, le roman de Zola, roman de 1875, roman naturaliste, La faute de l'abbé Mouret. Alors j'ai choisi ce roman, qui paraît donc en librairie à la fin de l'année 75, parce que si son titre, La faute de l'abbé Mouret, donc l'abbé Mouret, un personnage très typé évidemment, si son titre s'inscrit très bien dans la lignée des études de personnages qui constituent le cycle des Rougon-Macquart, cette histoire d'une famille sous le Second Empire, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ce titre renvoie aussi plus indirectement, mais néanmoins de manière très claire, je trouve, à l'espace originel du paradis biblique, qui est commencé la matrice de tous les jardins, avec cette mention centrale, première, essentielle, de la faute de l'abbé Mouret. Alors, il y a une majuscule à faute en raison des règles typographiques, c'est le nom qui suit l'article, donc on met une majuscule, mais il y a une vraie majuscule, si je puis dire, à faute. Il s'agit bien là de la faute originelle, du péché originel, et donc d'un renvoi implicite d'abord au paradis. Et en effet, ce livre, à bien des égards, est un livre-jardin. Qui se passe, alors pas entièrement, c'est surtout, à vrai dire, la partie centrale, le livre deuxième, qui se passe dans un immense jardin, très singulier, qui, comme par hasard, est appelé, alors non pas le paradis, mais le paradou. Donc, ce roman se passe en grande partie dans la propriété du Paradou, dans ce parc impressionnant. Et donc, le parc est central, il génère tout un ensemble de descriptions, il décide également absolument du destin des personnages. Alors, par rapport aux deux jardins dont nous avons parlé, ces jardins privés, c'est un jardin très différent parce qu'il est complètement laissé à l'abandon. Et, conformément à son modèle biblique, il contient une source. Et en outre, il est tellement sauvage, immense, incontrôlable, qu'il est qualifié de véritable forêt, par exemple. Il y a d'autres expressions. Donc, qui vit là ? Qui vit là-dedans ? J'ai envie de dire. Eh bien, il y a un gardien. Il faut bien qu'il y ait un gardien. C'est le vieux Jean Bernat, qui habite là avec sa nièce, une adolescente, Albine. Donc, on retrouve une maison, un jardin. Une maison pour tout un jardin, mais cette fois un jardin inapprivoisable. C'est pour cela que quand on découvre ces lieux et quand on rencontre pour la première fois le vieux Jean Bernat, on se rend compte qu'il vit hors de ce jardin. Il n'aime pas s'y aventurer. On peut même se dire qu'il vit contre ce jardin. Juste quelques lignes. C'est Jean Bernat qui parle. Dans le parc, mais il y a plus de 12 ans que je n'y ai pas mis les pieds.
la dernière fois que j'y suis allée. Il faisait si noir sous les feuilles. Ça empoisonnait si fort les fleurs sauvages. Des souffles si drôles passaient dans les allées que j'ai eu comme peur et je me suis barricadée pour que le parc n'entrât pas ici. Alors, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, cette dernière phrase, cette dernière formule, pour que le parc n'entrât pas ici, dans la maison. Cette formule a de quoi étonner. On voit bien que le parc, au départ, est considéré comme une espèce d'entité hostile qui s'oppose à la clôture jugée sécurisante, réconfortante de la maison. Donc, toute passion jardinière est d'emblée exclue. Et on a l'impression que toute forme d'interaction ici, entre ces deux espaces, est interdite. Mais précisément, le drame sur lequel repose la trame de ce roman procède de la rupture de ce que j'appellerais ce pacte d'indifférence. J'ai fait parler Jean Bernat. Jean Bernat, il parle à qui ? Eh bien, il parle à l'abbé Mouret, précisément, qui est venu lui rendre visite, accompagné du docteur Pascal, autre protagoniste des Rougon-Macquart, au cœur d'un autre roman, mais ce serait une autre histoire. Donc, alors que l'abbé Mouret et le docteur Pascal rendent visite au vieux gardien, donc ils sont enfermés dans ce pavillon délabré, et d'un seul coup, voilà ce qu'on lit. Une porte venait de s'ouvrir brusquement au fond du vestibule. Une trouée éclatante s'était faite dans le noir de la muraille. Ce fut comme une vision de forêt vierge, un enfoncement de futaie immense sous une pluie de soleil. Dans cet éclair, le prêtre saisit nettement, au loin, des détails précis. Une grande fleur jaune au centre d'une pelouse, une nappe d'eau qui tombait d'une haute pierre, un arbre colossal empli d'un vol d'oiseaux, le tout noyé, perdu, flambant, au milieu d'un tel gâchis de verdure, d'une débauche telle de végétation, que l'horizon entier n'était plus qu'un épanouissement. La porte claqua, tout disparut. Alors, de quoi est-il question là ? Il est simplement question de l'adolescente Albine qui vient de rentrer dans la maison et de refermer la porte derrière elle. On pourrait le dire comme je viens de le dire. Albine ouvre la porte et claque la porte derrière elle. Mais Zola l'écrit comme vous le voyez ici. Donc, ce qui est clair, c'est que l'arrivée d'Albine coïncide avec l'irruption du jardin, cette irruption tant redoutée, dans la maison. Jardin, donc, c'est le moins qu'on puisse dire, aux valeurs contrastées en fonction des personnages dont il est question, mais qui oppose, encore une fois, à la force tranquille de la maison refuge, une force débridée, tout à la fois attirante, attrayante bien sûr, et dangereuse. Alors dans le livre 2, ce fameux livre 2 centré sur le jardin, alors je vais très vite, mais entre-temps, Serge Mouret est tombé gravement malade, il est en proie à la fièvre, il devient inconscient, le docteur Pascal essaie de le ramener à la vie et on décide qu'il fera sa convalescence là, dans cette petite maison, veillée par Albine. Donc, dans ce livre 2, il s'appelle Serge, l'abbé Mouret, lorsque Serge Mouret, convalescent, donc, revient à la vie et découvre qu'il est là, qu'il a été hébergé par Albine, il se trouve elle lui a donné sa chambre. On a un nouveau dispositif qui modifie les rapports entre la maison et le jardin. Et à partir de là, la maison apprivoise le jardin et se met en place une dynamique d'inclusion progressive. J'ai dit, il s'agit de ramener ce jeune prêtre à la vie. Et l'idée, c'est de lui faire découvrir les bienfaits de la nature pour le ramener à la vie.
et une nature vivante, bien entendu, débordante de vie et saturée de désir. Dans cette optique, la maison refuge évolue, elle se transforme en un espace transitoire où le dehors et le dedans s'interpénètrent. Alors là, on a affaire à quelque chose de très original dans le roman de Zola, parce que tout repose sur ce que l'on appelle souvent aujourd'hui, à propos justement de la perception du paysage, dans les théories actuelles du paysage, tout repose sur une polysensorialité des personnages. Le paysage, il n'est pas seulement le produit de la vue, il est aussi le produit des autres sens. Et on parle volontiers aujourd'hui de paysage auditif, par exemple, etc. Donc là, tous les sens sont convoqués pour mettre en place, pour favoriser, disons, une osmose qui va peu à peu entraîner une immersion absolue du prêtre dans le jardin. Alors, j'ai choisi, bien entendu, juste 2-3 petites étapes dans un dispositif, là encore, beaucoup plus dense, complexe. Au départ, Serge Mouret est encore alité. Et la première façon qu'il a d'accéder au jardin, si l'on peut dire d'entrer dans le jardin, mais c'est d'une façon imagée que je dis cela, la première façon qu'il a, c'est d'entrevoir la lumière du soleil, cette lumière donc qui fait fructifier la nature, à travers, et puis il écoute les bruits aussi, je parlais de polysensorialité, et d'écouter les bruits de la nature à travers, même pas cette fois, pas encore, pas si vite, à travers la fenêtre, mais à travers les rideaux. Alors il y a des rideaux de calicot jaune devant la fenêtre, et là, j'ai mis 3 petits extraits. C'est le premier que je cite tout de suite. Voici. Il devinait le soleil derrière un coin plus jaune du calicot, ce qui suffisait pour le guérir. Au loin, il écoutait un large roulement de feuillage. Tandis qu'à la fenêtre de droite, l'ombre, vous voyez, tout est indirect, une ombre, pas une image directe. L'ombre verdâtre d'une haute branche, nettement dessinée, lui donnait le rêve inquiétant de cette forêt, le jardin, qu'il sentait si près de lui. Alors, vous voyez, les perceptions sont tamisées, elles sont d'abord médiatisées, et ce contact avec le jardin, ce premier contact est indirect. Enfin, ce premier contact après la maladie est indirect. Des effluves, des ombres, et c'est tout. Mais ensuite, tout évolue. Et il y a une dynamique extraordinaire qui se met progressivement en place. D'abord, on ouvre les volets. Ouvrir les volets revient à dissiper les écrans. De sorte que l'ombre de cette branche, dont il est question ici, prend vie, devient arbre, dessine à travers l'arbre et à travers l'imagination du personnage le vaste espace du parc dans son entier. Et puis, Serge parvient à se lever, et là, il peut marcher jusqu'à la fenêtre. Et c'est la petite citation qui suit, qui est un très très court extrait d'une description absolument extraordinaire, sur laquelle s'ouvre le chapitre 4 du livre 2. Cette description restitue par mimétisme, en fait, l'impossible appréhension d'un paysage qui déborde de toutes parts. Une mer de verdure, en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa houle de feuilles jusqu'à l'horizon. Le soleil seul, entré là, se vautrait en nappe d'or sur les prés, enfiler les allées de la course échappée de ses rayons. Alors, je vous le disais, le passage est beaucoup plus long que cela. Et enfin, évidemment, à la fenêtre succède la porte. Et comme au départ, Albine pousse cette porte toute grande. Mais cette fois, l'ouverture est une véritable invitation et le jardin s'inscrit comme un prolongement naturel de la maison. Alors c'est le dernier petit extrait.
Ce fut comme une aurore soudaine, un rideau d'ombre tiré brusquement, laissant voir le jour dans sa gaieté matinale. Le parc s'ouvrait, s'étendait, d'une limpidité verte, frais et profond comme une source. Serge, charmé, restait sur le seuil, avec le désir hésitant de tâter du pied ce lac de lumière. Alors, on l'a compris, ce rideau d'ombre dont il est question ici, eh bien, c'est l'image, la métaphore de l'aveuglement de celui qui ne veut pas percevoir la force de la nature. Et on comprend qu'avec une configuration identique, une vieille maison dans un vaste jardin, eh bien, le dispositif spatial, dans ces textes, répond à différents paramètres en fonction des personnages qui sont concernés. À cette étape du récit, le jardin garantit la renaissance de Serge Mouret, qui avance dans le jardin et qui plonge petit à petit dans une végétation aux vertus vraiment baptismales. Mais si l'on s'intéresse à l'articulation de ces deux espaces, comme je suis en train de le faire, que sont donc la maison et le jardin, on voit surtout que la particularité de ce roman est de mettre en scène, après la rupture violente du début, eh bien, une forme de continuum naturel entre intérieur et extérieur. Serge s'avance, je cite, « Serge s'était arrêté à une trouée jaune qu'une large allée faisait devant lui. » Donc là, on est bien dans le jardin, mais c'est encore une étape supplémentaire, et je pourrais poursuivre la réflexion en même temps que les étapes successives de la déambulation de ce personnage se déroulent. Il est toujours guidé, bien entendu, dans cette déambulation par Albine. Je vais m'arrêter, chapitre 6 du livre 2, Serge Mouret, qui avance donc de plus en plus dans ce jardin, arrive au seuil de cette nouvelle étape, qui est l'arrivée dans un parterre de roses, qui est plus qu'un parterre de roses, parce que l'expression parterre de roses ou même roseraie ne conviendrait pas, certainement pas roseraie, puisque tout est sauvage. Mais c'est un bois de roses. Et je lis ce dernier extrait. « Un matin, enfin, elle put le soutenir jusqu'au bas de l'escalier, foulant l'herbe du pied devant lui frayant un chemin au milieu des églantiers qui barraient les dernières marches de leurs bras souples. Puis, lentement, ils s'en allèrent dans le bois de roses. C'était un bois, avec des futaies de hauts rosiers à tiges qui élargissaient des bouquets de feuillage grands comme des arbres, avec des rosiers en buissons énormes, pareils à des taillis impénétrables de jeunes chênes. Escalier. On retrouve avec l'escalier, en plein cœur de ce jardin abandonné, des vestiges de construction, de sorte que le parc du Paradou prend l'allure d'une vaste demeure. Et il est dit, un petit peu plus loin, que dans ce bois de roses, je cite, « certains coins de soleil luisaient comme des étoffes de soie verte », comme des étoffes, on retrouve les rideaux, les tentures, etc. Et que, je cite encore, certains coins d'ombre avaient des recueillements d'alcôves. Et qu'est-ce que l'on retrouve ici ? C'est la chambre d'Albine, c'est ces rideaux qui reflètent la verdure, qui font retour. Donc, il y a un phénomène de réversibilité qui fait tour à tour de la maison le réceptacle du jardin et du jardin le redéploiement de la maison, selon une topographie inédite. Mais cette unité de lieu du livre 2 est idéale pour que s'y déroule une unité de lieu, une unité de temps. Donc c'est une structure idéale pour que se déroule une tragédie. Et c'est le lieu, effectivement, de la tragédie qui est au cœur de ce roman. Parce que, là aussi, je vais très vite, bien sûr, il n'est pas question de raconter dans le détail, mais le jardin merveilleux. Alors, j'ai déjà parlé au moins à 2 reprises de réversibilité. Eh bien, comme c'est le lieu de la faute, ce sera le lieu de la faute. L'abbé Mouret s'éprend d'Albine, s'y éprend d'Albine. La faute est commise au cœur du jardin,
lieu de la faute, ce jardin s'assombrit, juste après, très vite. Il devient comme maléfique, vénéneux, les descriptions le montrent parfaitement, et cela induit le repli du personnage. À partir de ce moment-là, Serge, je cite, se barricada dans sa chambre. Donc il retourne à l'intérieur de la maison, il refuse de sortir de nouveau dans le jardin, et si vous y réfléchissez, on a déjà entendu ce verbe au tout début. C'était Jean Bernat qui se barricadait dans sa maison. Donc, on retrouve le même verbe. La maison est redevenue étanche, et ensuite on s'enfuit. Serge Mauret s'enfuit loin du Paradou, de cette maison. Il abandonne Albine, qui mourra d'ailleurs, ensevelie sous les fleurs, dans le jardin. Et cette fuite, elle s'opère comment ? Je le précise parce que ça n'est pas indifférent, par une brèche dans le mur du jardin. Donc, on sort de ce jardin. Donc, voilà, jardin de ville, de campagne. Ce que je voulais montrer, c'est que ces jardins privés, qui sont très différents les uns des autres, vous le voyez bien, ces jardins forment, en tous les cas, avec la maison, vraiment un tout indissociable, où se jouent alors évidemment des drames familiaux, des drames passionnels. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est justement l'articulation. Ce sont les différents types d'articulation de ces deux espaces, imbriqués souvent dans une articulation complexe, tour à tour perçue comme espace oppositionnel ou au contraire fusionnel. En tout cas, comme on l'a vu à l'instant avec Zola, on pourrait faire la même remarque à des degrés différents pour tous ces jardins. Ces jardins gardent tous, d'une manière ou d'une autre, des vestiges d'architecture. Et ça me semble extrêmement intéressant. Des escaliers, des murs, des portes, d'autres choses encore. Et puis surtout, ils sont désignés par un lexique qui leur est commun avec celui de l'habitat. Donc, il y a bien une influence réciproque du jardin et de la maison, et la création d'une topographie propre à cet ensemble, maison-jardin, qui, à mes yeux, rend problématique tout traitement séparé de ces deux types d'espaces dans un roman, pour autant qu'ils soient positionnés l'un à côté de l'autre, l'un donnant sur l'autre, l'un s'articulant avec l'autre. Je vous remercie pour votre attention.